Si vous traînez un peu sur les forums de finances canadiennes ou Reddit ou YouTube, vous avez sûrement déjà entendu parler d'un seul produit, c'est XEQT. C'est devenu la religion de l'investisseur passif au Québec, puis je comprends pourquoi. Un seul clic, puis tu possèdes le monde entier. 9000 actions, t'as pas de frais, c'est direct. Aujourd'hui, je vais vous parler pourquoi je refuse d'acheter XEQT. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi j'ai décidé de ne pas suivre le troupeau puis de me construire un portefeuille custom qui demande un peu plus de travail. Pourquoi j'ai décidé de ne pas suivre le troupeau et de me construire un portefeuille custom qui demande un peu plus de travail mais qui vise beaucoup plus haut. On va parler de risques, de facteurs mathématiques et de pourquoi dans la vingtaine, être moyen, c'est peut-être le plus gros risque que vous prenez. Le premier point, c'est la diversification excessive. XEQT ou, VEQT aussi, c'est comme une soupe où il y a tellement d'ingrédients que tu goûtes plus rien. Quand tu possèdes 9000 entreprises, s'il y en a une qui invente la prochaine révolution technologique, l'impact de ton portefeuille est invisible. Puis aussi, il y a un biais canadien. Le XEQT, il y a environ 25% d'exposition au marché canadien. Tu sais, tu peux te dire, ok, je suis au Canada, je vais investir au Canada, mais honnêtement, l'économie du Canada, c'est essentiellement des banques, des compagnies d'assurance puis de l'énergie. C'est stable, ça donne des dividendes, mais c'est lourd pour 25% d'un portefeuille. Personnellement, je pense pas que l'innovation, elle est là. J'ai pas envie que le corps de mon avenir financier repose sur la performance des banques canadiennes, tandis que le monde entier est en train de se transformer. Si vous êtes 100% exécuté, c'est que vous acceptez de performer exactement comme la moyenne mondiale. Si vous avez 20 ou 30 ans devant vous, est-ce que vous voulez vraiment juste la moyenne? Ou est-ce que vous avez la tolérance au risque pour aller chercher le petit extra qui change tout à la fin? Fait que qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai divisé mon argent en 4. Puis je vais les survoler un par un pour vous expliquer. Dans le fond, le premier, c'est le S&P 500, c'est ma base. C'est les 500 plus grandes entreprises américaines. Apple, Microsoft, Amazon. C'est le moteur de l'innovation mondiale. Il y a beaucoup de gens qui disent de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais il ne faut pas oublier que ces entreprises-là font 40% de leurs revenus à l'extérieur des États-Unis. En achetant du S&P 500, vous achetez déjà tout le monde, mais vous achetez la partie qui est la plus performante. La deuxième, c'est une action, un FNB sur les small cap value. C'est ici que je m'écarte vraiment de XEQT. Dans le fond, si tu achètes un FNB de small cap value, ça cible les petites entreprises américaines, mais pas n'importe lesquelles. Ça prend seulement celles qui sont rentables et sous-évaluées. Historiquement, sur 20 ans, le small cap value il a systématiquement battu le marché large. Pourquoi? Parce que c'est plus risqué, fait que la récompense est plus grande. Le XEQT, il possède ces entreprises, mais de façon vraiment diluée. Moi, je voulais vraiment un focus là-dessus, fait que c'est pour ça que, en ce moment, là, j'ai mis 20%. Le troisième, c'est les marchés émergents. Dans ce cas-là, c'est VEE que j'ai choisi. On parle de l'Inde, de Taïwan, de l'Asie du Sud-Est. C'est là qu'il y a de la croissance démographique. C'est volatile, ça fait peur, mais ignorer cette partie du monde pour les 20 prochaines années, pour vrai, je pense que c'est une erreur stratégique. Et là, c'est là que je vais probablement perdre les puristes de XEQT, mais j'ai 10% dans le Bitcoin. En 2026, ignorer l'or numérique, c'est fermer ses portes à un rendement qui est asymétrique. Si le Bitcoin explose, mes 10% ils vont propulser mon portefeuille à un niveau que XEQT il touchera jamais. Puis si ça tombe à zéro, je pense que ma stratégie est assez solide pour que les 90% restants y épongent la perte avec le temps. Mais attention, encore une fois, je suis pas en train de dire que c'est mieux pour tout le monde. Il y a une raison pour laquelle les gens aiment XEQT, c'est plus psychologique. Parce que quand tu as un portefeuille custom, tu dois être ton propre gestionnaire. Si le Bitcoin il crash de 60% demain matin, XEQT va baisser de 1 ou 2%. Toi, tu vas le sentir passer. Mais si les small caps ils stagnent pendant 5 ans, pendant que les grosses compagnies technologiques explosent, c'est là que tu as l'air un peu perdu. C'est là que la discipline, elle entre en jeu. La plupart des gens vont pas supporter de voir leur portefeuille faire moins bien que lui de son voisin. Ils finissent par vendre au pire moment pour se retourner vers ce qui est populaire. Moi, j'ai essayé le plus possible de la baser sur des mathématiques puis sur un horizon de 20 ans. Avec ça, je m'en fous de ce qui se passe le mois prochain. Fait que la vraie question, c'est
Est-ce que vous avez cette force mentale? Si la réponse est non, vous faites mieux de rester avec Exécuter. C'est honnêtement un excellent produit, mais si vous voulez conduire votre propre machine, faire un portefeuille custom, c'est incomparable. Puis un autre point rapide, c'est les frais puis les devises. L'exécuter coûte environ 0,20%. Mon portefeuille est un peu plus cher en moyenne, mais c'est parce qu'il demande des conversions de devises. Sur Disnod, par exemple, ça demande une petite logistique. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est trop compliqué. Mais pour moi, optimiser chaque 0,1% de frais à chaque dollar de conversion, c'est ce qui fait la différence entre prendre sa retraite à 50 ou à 60 ans. Encore une fois, je le dis, exécuter, c'est pas un mauvais choix. C'est le choix de la sécurité puis de la tranquillité d'esprit. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est à chaque paye ou à chaque mois, si tu prends un montant, tu le mets dans exécuter. Tu n'as même pas besoin de choisir tes stocks, tes FNB, tu fais aucune recherche, tu te casses pas la tête. Tu fais juste le prendre, tu le mets là-dedans, puis tu es presque sûr de faire 7-8% de rendement. Si l'économie mondiale elle va bien, ton portefeuille il va bien. Mais le seul problème, c'est que c'est vraiment à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va exploser, que ce soit de la crypto, que ce soit des petites compagnies, ça fait tellement aucun impact dans ton portefeuille parce que c'est tellement gros, tu as 9000 compagnies, ça fait juste monter de façon linéaire, il n'y a pas de down, il n'y a pas de méga up non plus. Dans le fond, ce que ça coûte vraiment, c'est une chance d'avoir un plus gros rendement. Puis, dans la vingtaine, on a l'actif le plus précieux en finance, c'est le temps. Le temps, il permet d'absorber la volatilité du Bitcoin. Le temps, il permet d'attendre que la prime de valeur des small caps se matérialise. Je préfère prendre des risques calculés aujourd'hui, quitte à avoir des années difficiles, plutôt que de me réveiller dans 20 ans puis de me rendre compte que j'ai laissé des dizaines de milliers de dollars sur la table par simple paresse. Puis, j'aimerais ça avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que 10% de mon portefeuille en Bitcoin, c'est trop risqué? Ou est-ce que vous trouvez qu'exécuter, c'est trop conservateur pour vous? Dites-le dans les commentaires, c'est sûr que je vais répondre. C'était tout pour aujourd'hui, on se voit dans une autre vidéo. N'oubliez pas de liker, vous abonner, commenter, ça va vraiment m'aider pour l'algorithme.